un plaisir. Et donc, à la suite de ce spectacle, qui est rituel depuis des années, nos amis seront à la table et vous partirez pour prolonger ce moment magique avec leurs livres, si vous voulez, et dédicacés. Voilà, donc prenez place, asseyez-vous, et donc nous accueillons Lélie Anvar, Frédéric Fernet et Carole Beffa, qui est déjà au piano. Les grenouilles. Les grenouilles. Les grenouilles sont bien là? Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'État démocratique, écoutez bien, les grenouilles se lassant de l'État démocratique, par leur clameur firent tant que Jupiter, les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant, blam, que la gente marécageuse, gente fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous de marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Quoi, 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 quoi. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Nous voulons un roi qui se remue. Macron démission. Un roi qui se remue? Le monarque des dieux leur envoie une grue qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et grenouille de se plaindre. Et Jupin de leur dire: Et quoi? Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû, premièrement, garder votre gouvernement. Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire.
Montaigne dit « je doute ». Descartes dit « je sais ». Pascal, lui, dit « je crois ». La Fontaine est infiniment plus cruel. Il se contente d'observer. Serions-nous capables d'élire un tyran par lassitude démocratique? Ce que La Fontaine redoute par-dessus tout, c'est la guerre civile, la guerre de tous contre tous, la discorde. Les Français, hélas, ne sont-ils pas le peuple le plus divisé, le plus querelleur de la terre? C'est pourquoi La Fontaine fait l'éloge de la prudence. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Oui, bien sûr, mais il semble nous dire pourquoi perdre son temps si c'est toujours les plus rusés, les plus retors, les plus fourbes qui se sauvent et les plus naïfs qui payent les pots cassés. Ce doux poète est dans une forme exquise, un petit cousin de Hobbes et Machiavel. Mais de quoi nous parle-t-il donc, alors? De pouvoir, d'ambition, de cupidité, de folie des grandeurs, d'appétit, c'est-à-dire de politique. Est-il monarchiste? Oui, on ne peut trop louer 3 sortes de personnes, dit-il, les dieux, sa maîtresse et son roi. Son roi. Libéral? Plutôt. Anarchiste? Ah non, ça non, il craint trop le désordre. Socialiste? Alors là, pas du tout. À preuve, la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les raies de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion, par ses ongles, compta et dit... Nous sommes 4 à partager la proie. Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison? C'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Oh. Comme le plus vaillant, je prétends la 3e. Si quelqu'une de vous touche à la 4e, je l'étranglerai tout d'abord. Je l'étranglerai.
La Fontaine a beau jeu de le constater, l'égalité est une illusion. La liberté, fût-ce celle du renard dans le poulailler, c'est la seule loi qui vaille. À l'en croire, les alliances, les amitiés ne résistent pas longtemps aux ambitions et aux intérêts. Malgré cela, il faut choisir un gouvernement. L'un de ses sujets préférés, c'est les élections. Qui sera le roi? Parce que c'est le roi. Les candidats ne manquent pas, la couronne suscite des appétits, beaucoup rêvent de s'en coiffer. On se ment, on se flatte, on se trahit. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des primaires. C'est presque toujours un marché de dupes, une farce. Avec cela, les fables sont emplies de petites phrases, de mots perfides, de vacheries qu'il profère avec le sourire. La Fontaine a un œil infaillible pour détecter cette méchanceté inhérente au combat politique et qui fait tout l'effroi Et les délices d'une campagne. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux, au décès d'un lion, en son vivant prince de la contrée, pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée. Dans une chartre, un dragon la gardait. Il se trouva que sur tous essayés, et pas un d'eux, elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir, la tillard essayant, il fit autour force grimace, tour de souplesse, et mit le singerie, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux, cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi « Je sais, sire, une cache, et ne crois pas que d'autres moi la sachent. Or, tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi bâille après la finance. Bâille, ça ne veut pas dire que ça l'ennuie, bien sûr. Ça veut dire qu'il a dramatiquement besoin d'argent. Lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un piège. Il y fut attrapé. Le renard dit au nom de l'assistance « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même ?» Il fut démis, et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème.
Mais pour qui se prennent-ils? Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince... La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, M'y voici donc, point du tout. m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Petits hommes qui veulent se faire grands, peuple ingrat qui tombe dans la dictature, peuple cigale, peuple fourmi, belle tête vide, et toujours, toujours, les ambitieux qui complotent, les forts qui abusent, les faibles qui pâtissent, les vantards qui se ridiculisent. Ce qui cause leur perte invinciblement, c'est leur présomption, leur arrogance. Et voilà pourquoi la France est si ingouvernable. J'ai oublié leur vanité. Ah, pardon. Leur arrogance, virgule, leur vanité. Et voilà pourquoi la France est si ingouvernable. La cour du lion. Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par députés, ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'1 mois durant, le roi tiendrait cour plénière dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Mais quel Louvre! Un vrai charnier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûté. Quick. Le singe approuva cette sévérité. Et flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès, et fut encore punie. Ce monseigneur du Lion-là fut parent de Caligula? Le renard étant proche, « Or ça, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rube, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils s'en tirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur
trop sincère. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez, quelquefois, de répondre en normand. La Fontaine feint de s'amuser, mais il refuse de s'attendrir devant l'humaine comédie. On dirait qu'il médite, qu'il songe, qu'il nous parle en rêvant. Mais il nous interpelle, il nous inquiète souvent. Parfois même, sans quitter un ton aimable de badinage et de raillerie, il nous glace. Le loup. L'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité? Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant pas plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Mais comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Bon, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai pas. Mais c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Alors oui, il court sur La Fontaine une rumeur de comptine, de sagesse villageoise, de bonhomie sanctifiée par nos souvenirs scolaires. Mais
On le voit, le miroir qu'il nous tend est féroce. Car personne n'est épargné, ni le prince, ni la fermière. Un sot-fiefé sommeille dans le cœur du plus humble ou du plus sage. Parfaite égalité. Ce poète est sans merci. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était, quand je lus de grosseur raisonnable, j'aurais le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrais sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Ah! Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Déjà. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean comme devant. On le croit tendre et bucolique, il est impitoyable. Parfaitement averti des vices et des faiblesses des hommes. Dans un monde sans douceur, ne voyant dans le peuple qu'une foule avide, peureuse, versatile, criminelle à l'occasion, la possibilité, l'idée même de la démocratie ne lui est pas concevable. La Fontaine ne fait pas de sentiments.
Il pratique moins l'humour qui pardonne et comprend que l'ironie qui condamne et qui blesse et qui tue, oui, par un effet de nature ou par caprice, sans autre forme de procès qui tue l'innocent qui servira de bouc émissaire. Et comment rendre le monde plus juste? Comment rendre le monde plus juste? Plus juste? Tu rêves? Plus juste? Plus juste? Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour. Partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard en flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « Moi, souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Moi, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Haro sur le baudet !» Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa
peccadille fut jugé un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui. Quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Comment alors se sauver? Comment se sauver? Comment vivre en paix sur cette planète si ronde et si méchante? Faut-il fuir les fastes et les simagrées de la cour, les tracas de la ville, la brigue, les cabales, et à l'écart des envieux, s'en aller cultiver son jardin? Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rase en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt ». Oh là, ça va, c'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Fille du plaisir que la crainte peut corrompre. On peut aller vers lui.
Bravo, Carole.